Bienvenue à tous sur notre chaîne, mesdames et messieurs. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec monsieur Alphonse Kikondi. Il est le président départemental de l'association pour le bien-être familial, section Pointe-Noire. Avec lui, nous allons parler d'un thème principal qui n'est autre que les violences à l'endroit des femmes. Et quand on voit les femmes ici, on ne voit pas que les femmes mariées ou les femmes âgées, nous voyons également les jeunes filles scolarisées ou déscolarisées. Monsieur Alphonse Kikondi, est-ce que cette présentation faite est complète? Oui, merci, monsieur le journaliste. Bon, peut-être petit corrigeant tout petit pour dire, président de l'association congolaise pour le bien-être familial, en sigle on appelle ça ACBF, en tête de Pointe-Noire, et en dehors de cela, je suis en même temps chef de bureau adjoint à la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Pointe-Noire. Monsieur Alphonse Kikondi, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions de l'ACBF en général? Bon, l'ACBF, c'est une ONG et qui est donc l'action est surtout menée sur la santé et la santé, précisément la santé sexuelle et santé de la reproductive des populations. Donc c'est une ONG qui est créée depuis 1947 et nous travaillons avec le ministère de la Santé, donc avec le gouvernement. Et hier, notre action était plus axée sur la planification familiale, mais ce concept a évolué et nous parlons aujourd'hui en termes de santé sexuelle et santé de la reproduction. Là-dedans, vous comprenez, donc il y a la vie de la personne en tant que telle, il y a les cas de grossesse non désirée, il y a les cas d'avortement provoqué, les cas de stérilité, des IST, du VIH-Sida. Et aujourd'hui, effectivement, on a même incorporé dedans les violences basées sur le genre, c'est-à-dire les violences qui sont menées contre les femmes, les filles et même les enfants d'ailleurs, parce que nous avons des partenaires avec qui nous travaillons dans ce sens-là. Président, une question de curiosité. Entre le mensonge et la vérité, que préférez-vous? Bon, on a souvent dit que le mensonge vient par ascenseur, la vérité par escalier, mais finit tout par arriver. Et en ce moment, je préfère donc la vérité. Donc parce qu'elle finit par éclater d'une manière ou d'une autre, et quel que soit le direction. Vous nous rassurez de dire la vérité, et rien que la vérité au cours de ce débat. En tout cas, il n'y a pas de tribunal ici, mais je ne peux dire que c'est la vérité. Et d'ailleurs, c'est ça aussi dans la naissance de la formation que j'ai reçue, que ce soit au niveau de l'enseignement où je suis, que ce soit au niveau des ONG également où je dirige la CBF. Donc, on ne prend que la vérité d'ailleurs. On ne prend que la vérité, à quand parle-t-on de violence? Parle-t-on de violence, mais les violences, vous savez, aujourd'hui, c'est un mal quotidien, pour ainsi dire. C'est une véritable épine aujourd'hui dans la société congolaise. Et peut-être pas seulement congolaise, mais il faudrait qu'on parle de Congo qui est notre pays. Ça devient une véritable épine parce que à tous les niveaux, on en parle désormais. On en fait réellement tout un thème à part entière parce qu'il faut en parler pour essayer de limiter les dégâts, comme je dirais. Donc je crois que ça a bel et bien sa place. S'il faut en débattre, effectivement, nous en débattons. Selon vous, pourquoi les jeunes filles sont-elles violentées? Oh, bon, vous savez, les raisons peuvent être nombreuses. En tout cas, les raisons peuvent être nombreuses et les raisons sont partagées. Vous voyez, parce que les violences, elles peuvent s'exercer un peu partout. À la maison, dans le quartier, à l'église, à l'école, bref, dans tout milieu. Et les violences, vous savez que on peut également les différencier. Parce qu'on n'entend pas par violence seulement ce qu'on a comme des coups physiques et tout. Non. Il y a ce qu'on appelle des violences physiques. Il y a ce qu'on appelle des violences morales. Il y a des violences psychologiques, comme on dit. Il y a des violences économiques. Il y a des violences spirituelles même. Bref, vous voyez, il y a toute une panoplie de violences qui existent. Voyez-vous? Donc, voilà pour dire que ça s'observe pratiquement à tous les milieux. Tous les milieux. Voilà pourquoi d'ailleurs, même au niveau des Nations Unies, aujourd'hui, on fait vraiment une véritable préoccupation particulière parce que ça devient un mal dans toute la société, je pourrais même dire du monde.
Aujourd'hui, les jeunes filles de notre pays ne s'habillent pas de façon décente. Ne pensez-vous pas que leur habillement là ou bien leur accoutrement là n'est-il pas plutôt source de violence? En tout cas, je ne vous le fais pas dire, hein, parce que ici j'ai dit que s'il faut évoquer les causes, il y aurait plusieurs. Imaginez-vous, il y a des violences qui sont même des cas d'inceste dans les familles. Effectivement, l'éducation d'aujourd'hui, l'accoutrement de la jeune fille aujourd'hui, on suit la mode. Vous voyez que chez nous, on aime le suivisme. Ce n'est plus comme hier. Aujourd'hui, il y a la télé, il y a les radios, bref, il y a tout ce qu'on connaît, il y a les réseaux sociaux, avec des images qui ne sont même pas de chez nous, qu'on nous envoie, que nous importons. Et on veut copier. Mais de l'habillement, chez les autres encore, on sait pourquoi, peut-être à telle période, il faut s'habiller comme ceci, à telle autre période, il faut s'habiller comme cela. Mais chez nous, les sociétés qu'on a vues, on veut faire comme les autres, alors qu'on n'est pas formé pour ça. Voyez-vous? Hier, quand nous avions une éducation de chez nous, qui voulait dire que peut-être une fille, pour le cas d'une fille, peut-être en mini-jupe ne peut pas passer devant les parents qui sont assis, par exemple. Voyez-vous? Alors qu'en Europe, on voit que papa et maman, si c'est à la plage, ou parfois même en point de l'air libre, ils sont en sous-vêtements, etc. Mais chez nous, ce n'est pas notre culture. Mais sauf qu'on veut nous aussi faire comme cela. Et ça va à l'encontre de nos coutumes, de toutes ces coutumes. Donc, effectivement, je peux dire que c'est l'une des raisons, selon les cas, c'est l'une des raisons qui peut faire qu'effectivement, une fille qui est mal vêtue, qui est mi-habillée, mi-nue même, pour ainsi dire, effectivement, ça devient un sujet où dans la rue, mais certains cas de viol sont provoqués par cela. Certains cas de viol sont provoqués par cela. Je dis bien entre autres raisons. Donc l'accoutrement également est l'une des causes qui peut faire qu'effectivement certaines filles soient victimes de violences. Au milieu enseignant, donc quand nous voyons le milieu enseignant, nous voyons un peu l'école de manière générale. Il y a certains enfants, filles comme garçons, qui sont objets de violences. Je m'explique. Vous savez, il y a des enseignants qui se taillent le luxe de demander de l'argent aux enfants, soi-disant que cet argent va servir aux travaux dirigés. Est-ce que cette manière de faire n'est-elle pas une sorte de violence à l'endroit des élèves? Bon, vous savez, malheureusement, la société, c'est un tout. L'enseignant, c'est un pédagogue. C'est pas n'importe qui. Mais les réalités du moment peut-être font que peut-être tout ce qui est enseignant n'est pas forcément pédagogue. Parce que la pédagogie, on l'apprend. Et il s'avère qu'aujourd'hui, avec les réalités d'aujourd'hui, effectivement, il arrive que quelqu'un, le fait d'avoir sa licence, comme il ne fait rien, on va à l'enseignement. Et avec les écoles prééquipées aujourd'hui, ce n'est pas forcément des pédagogues qui sont réellement sur le terrain. Sinon, ce genre de comportements sont prohibés. On ne peut pas demander de l'argent à un enfant à l'école, peut-être en passant par le parent. Tout de même, l'enfant ne peut pas avoir l'argent, sinon que par le parent. Et il faudrait que le parent qui demande l'argent sache pourquoi. Bon, les TD, mais ça doit être planifié avec l'école. Voyez-vous? Ça doit être planifié avec l'école. Mais est-ce que réellement c'est ce qui se fait? Or, qu'il arrive peut-être que, bon, moi je suis professeur dans une salle de classe, et moi je suis fait SVT. Non, on va faire des TD, dessiner les planches de SVT, bon, savoir dessiner l'intestin, l'appareil digestif, savoir dessiner le cœur, ainsi de suite, sous forme de TD. Comme c'est des heures supplémentaires, comme il dirait, alors chacun amène 200, chacun amène 300. Et parfois, l'école ne connaît même pas. Ça, c'est des fautes. Voyez-vous? Et je pense qu'au niveau du ministère, ça, c'est des efforts également sont en train d'être faits, principalement au niveau du département de Porteur où je suis, des efforts sont en train d'être faits pour essayer de rectifier le tir. Parce que ça ne devrait pas se passer comme cela. Il faut qu'il y ait aval du proviseur ou du directeur de l'établissement pour telle raison, pour tel besoin. Et l'argent que l'enfant donne, qui l'utilise? Est-ce l'établissement ou alors est-ce l'enseignant? Vous voyez, donc ça c'est un sujet qui est réellement en débat parce que, entre-temps, je pense que la direction départementale, on est revenu sur ça. Il faut cadrer même les centres, comme on appelait ça, les centres de formation dans les quartiers, par-ci, par-là, les centres d'entraînement, ainsi de suite. Je crois que ça doit être cadré et que les gens comprennent ce qu'il faut exactement
pour ne pas être contre la loi. Avec votre permission, nous allons suivre un reportage réalisé par une télévision française, TV5, qui évoque ici un cas de viol qui s'est perpétré à plus de 2 fois. Suivant. C'est un lourd silence qui accompagne les prières. Autour du père de Massila, sous le choc, ses proches se remémorent la jeune femme décédée dans la nuit de samedi. Son histoire a choqué jusqu'au plus haut niveau de l'État. Ce lundi, une forte délégation gouvernementale s'est rendue dans la famille de la défunte. Nous comprenons la colère de tous, nous comprenons l'émotion de tous, mais nous vous prions de laisser la justice faire son travail. Les faits remontent au mois d'août. D'après le témoignage qu'elle a pu livrer avant de mourir à une ONG, Massila est une première fois violée par le médecin qu'elle est venue consulter dans une clinique privée de Conakry. Un mois plus tard, alors qu'elle remarque des signes d'un début de grossesse, elle retourne le voir. Après l'avoir agressé sexuellement une 2e fois, il tente de l'avorter sans succès, avant de l'adresser à un autre médecin qui va la violer, lui aussi. Des viols et des violences chirurgicales qui laissent la jeune femme en très mauvaise santé. Depuis un mois, elle était soignée à Tunis. Oui, parce que, vous voyez, mon enfant, depuis là, jusqu'à là, s'est déchiré. Je sais, mon enfant, même s'il veut voir quelque chose pisser, ça sort dans le ventre. Ça c'est tellement douloureux. Et puis aussi, c'est tellement bizarre. Les gens qui sont criminés, mon enfant là, vraiment, c'est tellement... Il n'y a pas d'explication là-bas. Depuis ce week-end, les photographies de Massila s'affichent partout sur les réseaux sociaux, souvent accompagnées de messages de compassion ou du hashtag « Justice pour Massila ». Lancée par une ONG, une pétition rassemblait déjà plus de 2000 signatures ce lundi soir. Une vague d'émotion à la mesure de la colère provoquée par cette affaire. Le cousin de la jeune femme dénonce la faillite d'un système. On aurait pu éviter ce décès. Massila n'est pas décédée parce qu'un certain faux docteur Lama et un autre docteur aussi ont mal pratiqué sur elle. Non. Elle est décédée parce que le système a échoué. C'est tout un système, c'est tout un réseau. Lorsqu'il y a une clinique dans un quartier, il y a un ministère de la Santé, normalement, qui doit voir. Parce que comment ça se fait, les cliniques pilules comme des boutiques, ici en Guinée, c'est pas normal. La saisine du parquet a permis l'arrestation de 3 médecins, inculpés de viol ou encore d'administration de substances nuisibles. Une autre personne, en fuite, était encore activement recherchée ce lundi. Monsieur le Président, vous venez de suivre tout ce reportage où cette jeune dame a fini par trouver la mort à la suite de 2 viols. Et quels viols? Des viols faits par 2 médecins différents. Votre commentaire en tant que président d'une ONG. Vous savez que ça, même avant d'être président, mais en tant qu'humain, c'est choquant, c'est ahurissant de voir des choses comme ça. Ce n'est pas croyable. Même dans le monde le plus sauvage, mais c'est à la limite, c'est inacceptable. Voyez-vous? C'est inacceptable. Aujourd'hui, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il y a ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. Et je crois que là, par rapport au serment qu'on a prêté, la vie est à sauver, au contraire. On est au service des autres pour sauver ces vies-là. Mais ce n'est pas réellement pour venir sacrifier. Alors vous croyez que quelqu'un qui est vraiment juste dans sa peau, dans sa tête, peut se permettre de poser des actes comme ceci? Mais comme j'ai dit tout à l'heure que la société c'est un tout. Et là encore, c'est des professionnels, des médecins formés pour les circonstances. Mais hélas, voyez-vous? Mais moi je pense qu'en ce moment-là, le recours, ce n'est que le recours au niveau de... Il y a les juridictions qui existent pour cela. Le code pénal condamne et c'est ce genre d'actes. Et pas ça part à la légère, je crois. Donc ça, nécessairement, les magistrats impliqués ou concernés doivent nécessairement rattraper ce genre de fait et essayer de vraiment taper dessus. C'est inacceptable. Dans le monde civilisé que nous prenons aujourd'hui, c'est inacceptable. Est-ce qu'au niveau de l'ACV, vous avez connu des cas similaires?
Bon, d'abord la CBF, nous ne sommes pas une cellule d'enquête, mais nous avons des partenaires. Ouais, je peux prendre d'exemple l'ONG Azur Développement, qui est impliquée dans ce genre de cas, les violences basées sur le genre. Et ils ont un espace qu'on appelle guichet unique pour recevoir les différents cas dans ce sens. Mais la CBF, effectivement, nous recevons les victimes, au contraire. Et il y en a bien sûr qui font des témoignages. Il y a des victimes dans les ménages, dans les foyers, dans les écoles, dans les quartiers. Et même à l'église, je vous en prie. Même à l'église, il y a des cas de violence qui sont perpétrés. Voyez-vous? Donc, la CBF, effectivement, nous avons une clinique où nous recevons ces gens de cas également, parce qu'après tout, lorsqu'une fille est violée, et peut-être l'occasion que j'interpelle ceux qui nous suivent, que lorsqu'une fille est violée, il ne faut pas qu'elle se sente comme auteur, mais plutôt qu'elle est victime. Qu'importe les raisons, mais au moins elle est victime, et il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas attendre longtemps. Il faut trouver le courage d'aller vers un centre approprié, exposer le problème, et pour que la prise en charge s'en suive. Donc voilà pourquoi chez nous, au niveau de la CBF, effectivement, nous avons la prise en charge de ces cas-là qui sont victimes des violences de tout genre. Admettons qu'une personne qui aurait subi un viol, une jeune fille par exemple, oui, s'il arrivait qu'elle puisse tomber enceinte, alors à ce moment-là, quel est le travail que la CBF fait dans le cadre de l'éducation ou bien de la prévention? L'affaire est déjà arrivée. Oui, d'abord ce qu'on peut demander, c'est d'abord se prononcer en urgence. Dès que le cas est accompli, si la fille se présente chez nous, il y a des éléments préliminaires et d'urgence qu'il faut faire. Parce que, prioritairement, il faut faire face à une éventuelle grossesse, éventuelle infection au VIH, dans les 72 heures qui suivent. Mais au-delà de 72 heures, ça deviendra un peu compliqué. Et si ça nécessite que ça soit des cas un peu plus appropriés pour des examens que nous ne pouvons pas faire, en ce moment, on peut orienter la victime vers des centres appropriés. Il y a des hôpitaux ici. Également, on peut prendre en charge, mais nous, à notre niveau, en tout cas, si un cas comme ça nous arrive, prioritairement, c'est d'abord vouloir faire face aux dangers éventuels sur une grossesse non désirée, sur l'infection à VIH, et ainsi de suite, parce que là, au moins, il faut prendre les décisions, parce que pour les pas de 72 heures, ça deviendra très difficile. Et d'autres examens peuvent s'en suivre. Maintenant, pour le reste des cas, bon, on peut conseiller aux parents, nous, sur le plan médical, voilà là où on peut s'arrêter. Mais il y a l'aspect judiciaire, peut-être vers la police et le reste. Bon, nous, voilà, on s'arrête à ce niveau-là sur le plan médical. Un rapport sexuel qui n'aurait pas reçu l'assentiment ou bien le consentement de l'un des conjoints n'est-il pas taxé de violence sexuelle? Oui, bien, tout à fait. Tout à fait, parce qu'après tout, par violence, tout à l'heure, j'ai dit que les violences, ce n'est pas seulement que les coups qu'on reçoit. Les violences physiques, il y en a. Il y a les violences psychologiques. Vous voyez, le consentement, en fait, il faut savoir le détail. C'est quoi le consentement? Alors, une jeune fille, je prends le cas de l'école, à qui un enseignant a dit, viens chez moi, mais si je ne te vois pas, j'ai entendu quelque part à un atelier ou dans une des écoles, que la fille a que 2 notes à l'école, ou 6 ou 16. Quand le professeur dit que c'est ceci, tu marches avec lui, tu as 16. Mais tu fais contrairement, tu fais le compte de ce qu'il te dit, tu as 6, ainsi de suite. Donc vous comprenez que une fille qui est un peu sous pression, qui est dans le besoin, même une femme assez grande, donc on dit, bon, toi pour avoir ce pain-là, moi je veux ceci. Bon, moi pour te dire, voilà, moi ça ne compte pas ce que je demande. Mais la fille qui va, est-ce qu'on peut parler en ce moment de consentement? Voyez-vous? Elle sait que si je ne veux pas voir le professeur, elle m'a appelé, j'aurai 2, j'aurai 1 ou 2. Si je n'ai pas bien travaillé, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, je vais. Mais est-ce que réellement ça c'est un consentement? Voyez-vous? Surtout quand on parle des mineurs. Voyez-vous? Même surtout quand on parle des mineurs. Voilà pourquoi je me dis que ça, c'est bien une violence. C'est bien une violence. Au niveau du service, certainement, vous, dans votre expérience professionnelle,
Vous avez pu même rencontrer ces violences. Oui, bien sûr. Ça me fait sourire parce que je suis quand même enseignant. Je suis quand même enseignant et bon, c'est vrai que même si on ne l'a pas vécu directement, mais c'est un milieu qui est ouvert, qui est vaste. Et surtout nous l'enseignement, les violences au milieu scolaire, hein. Il y en a suffisamment, il y en a en abondance entre élèves, enseignants-élèves, etc. Donc les cas, il y en a eu. Il y en a eu. Et il y en a encore peut-être même aujourd'hui. Voilà pourquoi d'ailleurs, même au niveau de notre ministère aujourd'hui, les violences, la lutte contre les violences basées sur le genre, ou surtout faites à l'enfant, on pense que ça devient un secteur polichinelle. Il faut vraiment combattre, il faut lutter contre ça. Donc vous partagez avec moi que toute action imposée peut aussi être taxée comme étant une violence. En tout cas, c'est une violence parce qu'après tout, vous voyez, par définition, elle est simple. On pourrait même parler de violence ou de viol, par exemple, que tout acte qui est posé contre la volonté de la personne. Voilà, tout acte posé contre la volonté de la personne est considéré comme violence. Excusez-moi de poser cette question. Aujourd'hui au Congo, la vaccination contre la Covid-19 devient obligatoire. N'est-elle pas là une forme de violence faite à l'endroit des populations? Bon, je n'ai peut-être pas vraiment de réponse de valeur à donner à cela, mais jusque-là, à mon entendement, on a dit que le vaccin n'est pas obligatoire, mais qu'il est nécessaire. Il y a une nuance. Et s'il y a vraiment... Je n'ai pas encore entendu là où on a dit c'est obligatoire, mais je sais que par rapport à la nécessité... Mais puisque l'entrée dans les administrations, dans les banques, est conditionnée à la présentation du pass sanitaire. Donc c'est quelque chose qu'on oblige à la population. Bon, est-ce que c'est le terme obligé? Je ne sais pas, mais je pense plutôt que c'est une façon d'interpeller les gens à comprendre la nécessité de la chose. Monsieur Alphonse Kikondi refuse de dire la vérité à ce sujet. Non, la vérité c'est celle-là. Je crois qu'amener les Congolais à comprendre l'importance de la chose, parce qu'après tout, ça y va de la vie de chacun. Et on pense que dès lors que moi je ne respecte pas ce que la Constitution est donnée et que ne respecte pas, je menace la santé de l'autre à côté de moi, vous voyez que ça prend une forme qui a comme un caractère un peu obligatoire, mais je crois que le terme peut-être n'est pas propre à dire vraiment c'est obligatoire. Si c'est obligatoire, il faut qu'on le détruise. Si c'est un décret, un arrêt, comme on a dit, que désolé, la vaccination est obligatoire. Et ça, chacun utilise le mot correctement. Je suis en ce moment en séance de la direction départementale de l'enseignement de Pointe-Noire. Il y a aussi des jeunes, les élèves c'est des jeunes, soit élèves, qui soient à la CBF, qui soient n'importe où, jeunes filles comme jeunes garçons. Alors il faut que nous changeons un peu de comportement. Les filles, c'est vrai que vous êtes des victimes, mais attention, ne donnez pas l'occasion aux hommes de vous violer, de vous violenter. Voyez-vous? Quand tu ne connais pas quelqu'un, parfois c'est vous désormais qui, ah oui, grand, donne-moi 100 francs. Oh grand, paye-moi le bus. Grand, donne-moi... Non, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Si depuis la maison tu ne peux pas eu 100 francs pour prendre le bus, à la limite, marche, tu es jeune. Or, le fait de demander 100 francs chez quelqu'un, parfois que tu ne connais pas, d'un matin, pour lui, j'ai perdu mes 100 francs, voilà, ça devient un greffe. Ça devient un troc. Et voilà, d'un matin, il jeune, mais bon, écoute, mais viens, voilà, ce n'est plus ça. Donc nous souhaitons que cela change pour l'intérieur de notre société et pour l'avenir de notre Congo, effectivement, parce que maintenant, si je sais que c'est souvent des problèmes qu'on ne cause pas dans les familles, nous sollicitons que les jeunes puissent fréquenter certains milieux appropriés où les jeunes échangent même entre eux. Je parle du cas de la CBF. C'est parmi un mouvement qui est là-bas des jeunes où on parle, c'est vrai qu'on parle de la santé sexuelle, mais même sur le plan comportemental. Qu'est-ce que le jeune doit faire, qu'est-ce que le jeune ne doit pas faire? Voyez-vous? Donc je les convie à ce qu'ils se retrouvent dans des milieux où ils peuvent gagner quelque chose. Interpelle les jeunes principalement, mais pas seulement les jeunes, c'est vrai tous, mais à travers tous, je dis particulièrement les jeunes, parce que c'est ça l'avenir de notre pays. Merci monsieur Alphonse Kikondi pour avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'ACBF section Pointe-Noire. Avec vous, nous avons parlé des violences faites à l'endroit des femmes. Et quand on voit la femme ici, c'est la jeune femme, la femme âgée, bref, la femme en général. Vous avez écouté M. Alphonse Kikondi. Plus de commentaires à faire. Nous espérons le recevoir très prochainement pour d'autres sujets liés
à l'éducation sexuelle ou bien à la jeunesse congolaise. On se retrouve à une prochaine occasion. Merci. Et surtout ne pas oublier de vous abonner. Merci beaucoup.